Bonjour à tous, je suis Chloé Marbach et vous souhaite la bienvenue sur le podcast Pirate. Pour ce 7e épisode, j'ai eu la chance de rencontrer Sandra Camacho. Sandra a travaillé pendant 8 ans chez Google avant de se lancer récemment à son compte en tant que consultante innovation et design thinking. Cet épisode s'adresse à la fois aux entrepreneurs et aux employés d'entreprise, que vous souhaitiez vous lancer ou non. Si vous êtes déjà entrepreneur ou employé dans une structure, vous serez particulièrement intéressé pour découvrir la culture Google et le fonctionnement de cette entreprise de renommée mondiale. On a notamment pas mal parlé d'employee experience et de l'importance du recrutement pour développer et maintenir une culture d'entreprise. Si vous êtes plutôt en questionnement et que vous souhaitez vous lancer, alors la seconde partie de l'épisode vous intéressera plus spécifiquement parce que Sandra nous y explique avec détail les étapes par lesquelles elle est passée avant de partir officiellement de Google. Allez, je vous laisse découvrir mon échange avec Sandra Camacho, consultante en innovation. Bonne écoute! Bonjour Sandra, comment vas-tu? Bonjour Chloé, je vais bien. Écoute, Sandra, c'est un plaisir de te recevoir sur le podcast. Tu as un exemple de pirate qui va, je pense, inspirer pas mal d'auditeurs parce que donc, tu as travaillé précédemment chez Google pendant 8 ans avant de mettre fin à ton CDI et de te lancer à ton compte. Mais pour commencer, j'aimerais savoir quel secret ou anecdote tu pourrais nous livrer sur Google. Moi, je dirais que l'image que les gens ont de Google, c'est vraiment que c'est une société où on ne fait que s'amuser au travail, c'est-à-dire d'avoir de la nourriture gratuite. Et je me dis que mon petit secret, c'est vraiment que c'est pas que ce côté fun et aussi les gens qui sont tellement intelligents et ont beaucoup de talent, qui fait vraiment de Google une société incroyable. Et je pense que c'est vraiment le fait que les gens aient la capacité d'innover et c'est grâce aux conditions de travail. Et pour moi, en particulier, c'est ce qui s'appelle le psychological safety, qui se traduit par le fait de pouvoir prendre des risques et s'exprimer librement, sans craindre qu'on soit jugé ou qu'on soit critiqué. Et je pense avoir cette sécurité psychologique, c'est vraiment ce qui a fait qu'il y ait tant d'innovation chez Google, parce qu'on a vraiment cette liberté d'entreprendre, de prendre des risques. Super intéressant. Sandra, donc, tu es née en Colombie, tu es colombienne d'origine. Ensuite, tu as vécu une vingtaine d'années aux USA pour ensuite t'installer en France en 2013. Si on revient un petit peu sur ton parcours, alors que tu faisais ton bachelor à Brown, qui est quand même une prestigieuse université de la Ivy League, tu commençais déjà à être en freelance. J'ai vu ça sur ton profil LinkedIn et ça m'a un petit peu intriguée. Et du coup, je me posais la question, qu'est-ce qui t'a poussée à faire ça ? Ah oui, les projets que je faisais à freelance, c'était des projets de conception de sites web et de graphisme. Et je dirais que ces deux disciplines ont fait partie de ma vie depuis ma jeunesse. Donc c'est vraiment depuis que j'ai 8-9 ans, j'ai passé mon temps me faire plaisir en créant des sites web pour mes groupes musicaux préférés, pour plein de choses différentes. Et en fait, j'ai continué quand je suis arrivée à la fac. Et c'était parce que j'avais déjà cette capacité de créer des sites web, de créer des visuels. Je faisais partie des organisations étudiantes. Et donc, un jour, ils avaient le besoin de se faire des sites web. Et moi, je me suis proposée. Et c'est un peu comme ça que j'ai commencé à créer des sites web pour différentes organisations sur campus. Parce que je me suis créé une sorte de réputation de designeuse et les gens sont venus vers moi parce qu'ils avaient vu les autres sites et je me suis dit ok, je peux monétiser ça et c'est comme ça que de manière informelle et imprévue je suis devenue freelance à la fac et j'ai repris 10 ans plus tard. Et quand tu dis que tu as repris 10 ans plus tard, c'est par rapport à ton expérience de maintenant, mais du coup, c'est pas vraiment dans le graphisme. Exactement. Très bien. Et c'est marrant, comment ça t'est venu à la base, cette envie de faire des sites web? Enfin, tu vois, je me dis, à 8-9 ans, ça vient pas dans l'esprit de tous les enfants de se dire, oh, tiens, je vais faire un site web. Comment ça t'est venu? Je ne sais pas. Je me dis, d'un côté, j'ai toujours aimé tout ce qui était art et dessin. Donc, depuis que j'ai 5-6 ans, j'étais toujours en train de dessiner. J'avais la chance que mon père travaillait dans le secteur un peu des ordinateurs. Donc, on avait un ordinateur chez nous très jeune. On avait accès à l'Internet. Et parce que c'était les États-Unis, c'était 1984, je pense. Et je me dis, c'est ma curiosité un peu naturelle qui m'a fait aller
aller chercher des manières d'exprimer ma créativité. J'ai découvert, ce sont des logiciels qui n'existent plus comme Paint Shop Pro et même Photoshop à l'époque. Et c'était vraiment juste pour le plaisir. C'était, je ne sais pas, je me suis dit ça pourrait être cool de me faire même des, comment est-ce qu'on dit, the wallpapers, des. Les wallpapers, les fonds les d'écran. fonds d'écran, exactement. Et même ça, je me créais ça parce que à l'époque, il avait aussi, c'est un peu bizarre, il avait des communautés des adolescents, parce que en fait j'ai continué jusqu'à l'adolescence. Il y avait des adolescents qui créaient des sites web et il y avait vraiment une communauté de partage. À l'époque, on partageait les mêmes intérêts, c'est-à-dire pour un groupe musical, et on créait tous des sites web là-dessus. On se partageait des ressources, des bonnes pratiques, etc. C'est comme ça que j'y suis arrivée. C'est trop marrant parce que tu sais que... Alors moi, je faisais pas de site web, mais je faisais aussi j'ai adoré Photoshop, PaintShop Pro, tout ça, je connais très bien. Oui, je faisais aussi des fonds d'écran. C'est trop drôle. Mais je savais pas. Et moi, en étant aux États-Unis, je savais pas qu'il y avait des gens en France. Mais du coup, c'était pareil. Moi, c'était un petit peu plus tard parce que moi, c'était plutôt dans les années, je pense, j'avais à peu près le même âge, mais du coup, c'était dans les années 90, entre 98 et 2000, je pense, parce que moi, je suis née en 89. Oui. Mais c'était intéressant de savoir, justement, toi, ce qui t'a poussé à faire ça, et ça veut dire que t'avais déjà cette ouverture d'esprit et cet attrait pour de la créativité. Parce qu'au final, ça rejoint un peu ce que tu fais aujourd'hui. Mais avant de parler vraiment de ce que tu fais aujourd'hui, j'aimerais qu'on se concentre sur ton parcours avant d'en arriver là. Et donc, tu as fait Brown, donc tu sors de l'université en 2010 avec ton bachelor en poche. Et là, tu décroches, donc pour beaucoup de personnes, décrocher un job chez Google, ça peut être vu un peu comme un Graal. Et effectivement, en fait, c'est vrai qu'il y a tout un truc autour du fait de réussir à avoir un poste chez Google, parce qu'on sait qu'il y a énormément de gens qui postulent. Et je me posais la question, comment ça s'est passé pour toi, cette étape de sélection ? Et comment est-ce que tu t'es retrouvée de postulante à nouvelle embauchée chez Google ? Moi, je dirais tout d'abord que j'ai eu un parcours très, très atypique au niveau académique, parce que c'est-à-dire quand les gens entendent que j'ai intégré Google directement après la fac, ils entendent que j'ai fait un diplôme en relations internationales et études françaises. Ils se posent la question, comment tu y es rentrée ? Et la réponse à ça, c'est vraiment que moi, j'étais assez ouverte d'esprit par rapport à la suite après la fac, parce que à la base, je voulais être ambassadrice, et c'est pour ça que j'ai choisi la discipline de relations internationales. Et je me suis dit, un jour, je veux vivre en France. Mais j'avais toujours cet intérêt et cette passion pour tout ce qui était digital, pour le design, même si à l'époque, je voyais ça comme un hobby, un plaisir. Et donc, j'ai postulé en fait à plein d'autres sociétés, des cabinets de conseil, des agences marketing. En fait, c'était assez large parce qu'à l'époque, je ne savais pas exactement ce que je voulais faire. Et c'était un peu marrant parce que le frère d'une copine à moi à la fac travaillait chez Google. Et on sait que dès qu'on connaît quelqu'un dans une boîte, ça facilite un peu au moins le processus de recrutement. Ça va un peu plus vite. Donc, j'ai eu la chance de pouvoir passer par lui, c'est-à-dire lui passer mon CV. Et après, il y a eu, je pense que j'ai eu un premier entretien avec un recruteur par téléphone. Et tout de suite, ça a été enchaîné par 2 entretiens. Je sais que les gens, quand ils pensent aux entretiens de Google, c'est vraiment comment est-ce qu'on appelle ça, les brain teasers en anglais. Oui, je pense que c'est les casse-têtes, et du coup, nous, on dit plutôt les tests de logique. Oui, les tests de logique. Mais l'idée, c'est que est-ce que tu peux estimer le nombre de recherches qui se font à telle date, à un tel endroit, etc., etc. Et moi, j'ai eu ce type de questions. Ils m'ont posé il y a eu combien de recherches sur le campus de Brown entre 15h et 16h, quelque chose comme ça, le jour de mon entretien.
entretiens. Et l'idée, c'est vraiment qu'ils voient un peu la logique que j'ai utilisée pour arriver à la réponse. Et donc, au final, moi, j'ai essayé d'être le plus authentique que possible parce que après les 2 entretiens par téléphone, j'ai eu 2 entretiens en personne, donc face à face. C'était au bureau de Boston. Et pour moi, c'était assez classique, peut-être parce que Google, en fait, c'était une des dernières boîtes avec qui j'ai interviewé. Et j'avais déjà fait plein d'entretiens avec des cabinets de conseil où il y a des cas à résoudre. Et ça, c'était assez complexe et assez intimidant. Mais tandis que dès que je suis rentrée chez Google, j'ai eu la chance d'avoir des intervieweurs avec qui j'ai travaillé même après. Un des intervieweurs est devenu mon manager. D'accord. Et un autre, il a été un collègue qui a servi de mentor. Et donc déjà, je voyais dans les intervieweurs qu'ils étaient très très sympas, très accueillants. Ils n'étaient pas forcément là pour me donner des questions trompeuses. C'était vraiment de partager des histoires. Et je pense, pour moi, le processus était, je pense, ça a pris 3 mois au total de ce premier appel avec le recruteur jusqu'au moment où j'ai eu le oui. Et je pense que c'était le fait d'être le plus naturel que possible. En fait, c'est ça qui m'a beaucoup aidé. Il recherchait vraiment des candidats avec des profils un peu atypiques, un peu variés, des gens qui avaient vraiment des soft skills ou un savoir-être, c'est-à-dire l'état d'esprit qui vont leur permettre de réussir à Google. C'est vraiment avoir cette ouverture d'esprit, d'être entrepreneurial, d'être créative, de pouvoir appliquer la logique à la résolution de problèmes, d'être sociable, parce que en fait, ça c'est un des critères de recrutement. Après, je l'ai appris. Les critères, c'est vraiment d'être... on est évalué par rapport à la capacité d'être googly. Et ça veut dire d'être fan, d'être dans le partage, d'être optimiste et positive. Et tout ça joue un peu dans la culture de recrutement chez Google. Donc, c'est pas que les compétences, les hard skills, les compétences pures et dures, mais c'est aussi ce côté humain de la personne. C'est super intéressant ce que tu dis parce que justement, tu vois, moi qui travaille à l'innovation, on travaille beaucoup sur des sujets d'employee experience, de redesigner une culture d'entreprise et souvent on se rend compte qu'en fait, il y a un gros gap entre les méthodes de sélection et de recrutement des nouveaux entrants et la culture de l'entreprise où en fait, on se rend compte souvent qu'il n'y a pas de lien. Et justement, est-ce que toi, tu as vu d'autres choses? Comment est-ce que tu as pu ressentir la culture de l'entreprise et est-ce que en matière d'emploi expérience, justement, tu as vécu des choses qui sont un peu particulières et bien propres à Google. C'était il y a 9 ans que j'ai commencé, c'était à mi-août, donc on est presque dans les 9 ans. Donc vraiment, tous les détails, je les ai plus. Mais quand même, ce qui m'a remarqué, c'est le fait que dès le début, ils ont promu l'idée de l'accompagnement. Et donc, les 6 premières semaines, j'avais mon buddy qui m'accompagnait. En fait, c'était une des personnes qui m'avait interviewée. Et donc, au moins, ça m'a aidé un peu de pouvoir parcourir ce nouvel univers de publicité qui, pour moi, m'était inconnu avant. D'avoir une manager qui était très, très ouverte, très sympathique, de ne pas sentir... C'est-à-dire que je me suis jamais sentie intimidée parce que même si j'étais entourée par des gens très très intelligents, très talentueux, et c'était pas une question de concurrence ou de conflit, c'était vraiment un sens de communauté avec plein d'activités pour la promotion qui venait d'intégrer et on était en contact avec les promotions précédentes aussi, donc on sentait vraiment qu'il y avait des gens à qui on pouvait faire appel
si on se sentait perdu. Et je me souviens que dès le deuxième mois, j'étais déjà devant des clients en train de faire des pitchs commerciaux plutôt, sur des campagnes AdWords. Et vraiment, je venais sortir de la formation. Et je voyais en fait qu'il y avait déjà, c'est quelque chose que j'ai vu persister dans la culture de l'entreprise, et c'est vraiment cette confiance et cette autonomie qui est accordée aux employés. Et on voit ça dès le début, parce que c'est pas même la formation que j'ai ce programme d'orientation. C'était un peu, on avait des cours, on avait une partie libre service, mais quand même, il y avait cette attente que c'est à nous d'apprendre, c'est à nous, ils nous donnent les ressources, ils nous donnent le réseau, mais c'est à nous vraiment d'entreprendre, d'être agile, de chercher des réponses, de poser les bonnes questions. Et je pense que c'est cette culture, parce que c'est vraiment, on peut dire, c'est la seule boîte dans laquelle j'ai travaillé. Avant, j'ai fait un stage dans une association, donc où la culture n'est pas pareille. Mais moi, en fait, oui, je pense que j'ai démarré ma carrière, et je garde ça toujours, vraiment cet esprit de toujours remettre en question, de toujours aller chercher les informations, même si je les ai pas sous mes yeux. En anglais, on dit d'être resourceful, c'est la traduction de ça. Et je l'ai senti dès mes premiers jours, mes premières semaines. Et c'est un peu, on doit plonger un peu directement dans la. Je trouve pas l'expression en français. En anglais, on dit in the deep end. Là, ça serait, je pense, plonger dans la gueule du loup ou quelque chose comme ça. Ouais, exactement, c'est ça. C'est ça. C'est-à-dire que on a confiance en vous. Vous allez vous en sortir. On vous donne les outils, les ressources. Mais c'est à vous de faire l'épreuve. Et donc, je pense que ça, je ne sais pas si c'était fait exprès, si ça a été intégré dans le design de l'expérience collaborateur, mais quand même, c'est là où je me suis rendu compte, ok, ça va pas être simple, mais je vais trouver les réponses, et je vais créer mon réseau. Et ça, tu trouves que c'était juste au début et ça a perduré tout le long, ou c'était vrai que quand ça arrivait Ça a perduré tout le long, parce que à chaque fois que je changeais de poste, d'équipe, c'était la même chose. Parce que je pense que c'est là où il faut revenir un peu au processus de recrutement. Parce que déjà dans le recrutement, ils ont identifié les facteurs qui font que quelqu'un réussisse chez Google. Et c'est aussi avoir cette autonomie, avoir cette confiance en soi, c'est pouvoir collaborer. Et je pense que c'est ça aussi la clé de succès chez Google, c'est être dans un esprit collaboratif. Et avoir ce sentiment ce sens de communauté. Et pour les personnes qui travaillent dans des grandes entreprises et qui nous écoutent et qui travaillent sur ces sujets-là, est-ce que tu aurais des tips à leur donner, tu vois, comment mettre en place leur culture? Qu'est-ce qui a fait typiquement que la culture ou que l'employee experience chez Google fonctionne aussi bien? Je pense que d'un côté, c'est vraiment le recrutement. Et je pense que c'est le fait d'impliquer les employés dans les phases de recrutement, de les autonomiser, de les responsabiliser plutôt. Parce que le fait que les gens qui m'ont interviewé, ce sont les mêmes personnes aux côtés desquelles j'ai travaillé. Il y avait déjà un sens que c'est pas forcément une équipe RH lointaine qui prenne des décisions, et c'est vraiment des critères sur papier, des cases à cocher, mais c'est vraiment c'est une relation humaine. Donc pour moi, c'est aussi de ne pas se focaliser uniquement sur la partie de l'expérience qui a lieu dans l'entreprise, c'est-à-dire après quand on intègre une société, mais toutes ces phases en amont de recrutement, de sélection de candidats, parce que moi, j'ai pu aussi faire des entretiens des années plus tard. Et en fait, ce que je veux accentuer, c'est le fait qu'il y a tant de data qui est collectée à toutes les phases de recrutement, et même toutes les phases de l'expérience collaborateur chez Google, qui font que les décisions, il y a ce côté humain, ce contact, mais il y a aussi la data qualitative et quantitative qui soutiennent en fait toutes les décisions qui sont prises. Et je sais qu'il y a un système assez rigoureux
d'évaluation de candidats avec des notations qui correspondent à une série de critères qui a été testé, expérimenté milliers de fois. Et après que quelqu'un entre dans la société, il y a tant de moyens de récolter des informations sur l'expérience collaborateur, par exemple, on peut donner des retours sur nos collègues, soit de manière, c'est-à-dire on les met dans un système où ça est pris en compte pour les évaluations. On peut donner des retours, du feedback à nos managers dans des sondages annuels. Donc ça s'appelle le Upward Feedback Survey. Il y a des enquêtes pas de satisfaction, mais enquêtes d'expérience collaborateur qui sont effectuées, j'oublie la fréquence, peut-être c'est 2 fois par an, qui posent des questions au niveau de l'organisation, mais aussi au niveau des équipes et des départements, pour avoir vraiment de la data très très détaillée sur tous les différents éléments et dimensions de l'expérience collaborateur, employee experience. Et je pense que c'est le fait d'avoir la data qui n'est pas contestable, c'est-à-dire qu'on a toujours un suivi surtout dans le temps, c'est-à-dire on peut voir, on peut montrer l'évolution de, par exemple, le respect, le sens que les gens ont, le sentiment que les gens ont du respect au sein de leurs équipes, de l'inclusion et la diversité. Par exemple, ça c'est quelque chose qui est mesuré, et ou tout ce qui est psychological safety que j'ai déjà mentionné, ou la sécurité psychologique au travail, et le fait que ça soit mesurable, que ça soit communiquer aussi, parce que en fait on reçoit tous les résultats et on les voit au niveau de l'organisation et aussi au niveau de l'équipe, et le fait que les managers, les directeurs, tout le monde soit impliqué, et une transparence. Je pense que c'est vraiment cette transparence qui fait qu'il n'est pas des mécompréhensions, c'est-à-dire par rapport à ce que les employés vivent et ressentent, et ce que les managers et les directeurs voient du haut. Donc pour moi, c'est pas que, d'un côté j'ai dit c'est vraiment le recrutement, la sélection des candidats, mais c'est aussi la collection de data, le suivi. Parce que j'imagine que du coup, grâce aux données, l'idée derrière, c'est de mettre en place aussi des plans d'action et peut-être de réajuster un petit peu le tir. Toi, comment est-ce que ça se passe? Qu'est-ce qui se passe avec ces data? Par exemple, je me souviens dans une de mes équipes, il y a eu un critère, je pense que c'était par rapport à, je sais pas quel c'était le critère, c'était soit respect ou inclusion, quelque chose comme ça. Et c'est-à-dire le manager, ils avaient vu dans le sondage que peut-être les résultats n'étaient pas aussi positifs qu'ils attendaient. Ils n'avaient pas eu suffisamment de réponses anonymes pour avoir des détails là-dessus. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont construit des task force, dans des groupes de travail au sein des équipes, pour travailler directement sur ces questions. Je pense que c'était des questions d'inclusion de différentes idées dans l'équipe, différentes perspectives, pour qu'il y ait d'autres moyens de pouvoir communiquer des informations aux managers librement, qu'il y ait d'autres manières de travailler qui puissent surgir pour qu'ils puissent améliorer le résultat, sachant qu'ils sont responsables pour que les résultats, c'est un résultat, c'est en dessus d'un certain seuil. Exactement. Ils doivent mettre en action, c'est impératif qu'ils mettent des actions, et c'est pour ça que ça donne de la place aux task force parce qu'il y a ce suivi, parce qu'il y a une certaine mesurabilité des choses que des fois on pense sont pas du tout tangibles, parce que comment est-ce qu'on peut mesurer le fait que tout le monde se sent à l'aise à partager leurs idées, que se sentent inclus dans les discussions, c'est pas évident. Et donc c'est pour ça je vois que c'est très intéressant qu'il y ait cette forte culture de data,
surtout du côté RH, et qu'on le voit en fait, c'est pas seulement pendant l'expérience collaborateur, c'est-à-dire qu'on en est déjà dans son travail, mais c'est aussi c'est à la phase de recrutement et intégration, mais c'est aussi à la phase de sortie, parce que moi je l'ai vécu. Donc il y a des sondages qu'on remplit, il y a des entretiens de sortie. Je me dis, c'est un peu pareil dans notre société, mais le fait c'est que tu t'es quantifié et tu t'es intégré. Et il y a des statisticiens en interne qui travaillent là-dessus. Il y a même une ressource que je peux vous conseiller qui s'appelle Rework. Et c'est un site web que Google a créé où ils ont recensé toutes les bonnes pratiques, plein de guides, plein d'outils, de toutes les pratiques et les processus en interne qu'ils utilisent pour innover autour de l'expérience collaborateur. Ah mais c'est super. Bah du coup ce que je ferais pour les auditeurs, c'est que je mettrais le lien en barre d'information pour qu'ils puissent le retrouver facilement. D'accord. Ah, super. Mais c'est trop bien tout ce que tu nous dis. Et alors, du coup, j'ai une question qui me vient. Parce que tu parles de cette organisation avec les task force et tout ça. Mais comment est-ce que, au final, Google est organisé? Parce que tu sais, il y a aussi cette tendance d'organisation très horizontale. Et ça fait entreprise libérée. Il y a plein de sujets qui sont un peu tendance aujourd'hui. Et donc, ça m'intéresserait de savoir, toi, quand tu y étais, comment est-ce que c'était organisé? Ouais, pour moi, c'était... pour moi, je trouve que c'était c'est assez traditionnel. C'est vraiment, je dois admettre que quand on est chez Google, je ne veux pas dire qu'on est dans des silos, parce que c'est pas 100% vrai. Mais quand même, je lui ai dit que... parce que j'avais pas trop de visibilité, vu que j'étais dans un bureau assez... petit, j'ai été dans l'organisation business, je travaillais beaucoup avec produits, donc c'est-à-dire moi je trouvais qu'il n'y avait pas une hiérarchie hyper importante. Il y a toujours ce qu'on appelle le L-Team, et donc c'était l'équipe de Larry Page. Donc c'est un peu, je pense, c'est l'équivalent du COMEX de société en France. Donc quand même, on voyait que c'était vraiment eux qui prennent les grandes décisions, mais quand même, quand certains d'entre vous ont dû entendre parler, c'est que il y a chaque vendredi, il y a quelque chose qui s'appelle le TGIF, et c'est-à-dire c'est un moment où à l'époque c'était les deux fondateurs, maintenant c'est qui était Larry Page, qui était aussi le PDG, CEO de Google, qui maintenant est plutôt la tête de Alphabet. Mais eux, ils utilisent ce vendredi pour partager plein d'informations que dans d'autres sociétés ne seraient jamais partagées à tous les employés de Google. Et ils faisaient ça en live à Mountain View au siège. Et à mon avis, même peu importe comment on était organisé chez Google, parce que je pense qu'au tout début, en 2010, il y avait toujours, je ne veux pas dire une culture de start-up, je pense que ils avaient déjà franchi ce cap, mais c'est plutôt, il y avait toujours une culture assez jeune, assez... tout n'était pas 100% organisé, et il y avait certains outils qui ne marchaient pas, certains processus qui n'étaient pas bien établis, même en 2010. Donc, on sentait que c'était un peu bricoleur, c'est le bon du mot. bricolage, ouais. Bricolage, exactement. Donc, c'est pour ça que à l'époque, ce n'était que plus tard à l'époque, je me posais pas de questions vraiment sur la culture, plutôt sur la hiérarchie, sur... Mais ça n'a pas été quelque chose qui t'a particulièrement dérangé, donc c'est aussi le principal, tu vois. Comme tu parlais tout à l'heure du côté où tu avais ce côté autonomie, un peu esprit entrepreneurial au sein des équipes. Je pense que du coup, ça permet aussi peut-être de compenser une structure qui peut exister, mais qui au final s'efface un petit peu, non? Ouais, je pense parce que en fait, c'est plutôt dans mon projet dont je n'ai pas encore parlé, mais dans mon projet de 20%. Donc, c'est les fameux 20% projects, projet 20%, projet personnel. C'est là, en fait, où j'ai pu sortir vraiment de mon organisation. Et je pense que c'est là où, peu importe comme Google est structuré, c'est le fait qu'on ait la liberté de faire des projets transversaux. C'est cross-functional projects. Dans mon projet, je faisais partie d'un réseau d'animateurs de design thinking qu'à l'époque s'appelait le CSI Lab, donc qui veut dire un laboratoire de creative skills for innovation.
Et en fait, à travers ce projet que j'ai fait pendant 5 ans, en fait, ça m'a permis vraiment de sortir de mon organisation, de travailler avec des gens beaucoup plus seniors que moi, même des managers des pays. Et en fait, soit je co-animais ou co-facilitais des ateliers d'innovation avec ces gens qui étaient dans d'autres bureaux, qui partageaient pas du tout le même poste, ni le même profil, rien. Et aussi, on avait l'idée que ça soit une communauté. En fait, on se réunissait une fois par an pour faire des conférences, c'est-à-dire pour faire des partages de bonnes pratiques, pour se connaître. Et je sentais en fait que j'avais une connexion à d'autres parties de Google grâce à ce projet de 20%. Et donc pour moi, c'était vraiment des expériences incroyables parce que je m'ai dit un de mes meilleurs souvenirs de chez Google. C'était, j'avais déjà prévu d'aller au Japon pour des vacances perso, mais au dernier moment, par hasard, j'ai entendu parler d'une opportunité d'animer un atelier d'innovation pour une équipe RH qui était en train de repenser l'expérience d'intégration de nouveaux employés chez Google. Ce qu'on appelle des Nooglers, ça c'est des nouvelles personnes chez Google. Et les personnes qui sont déjà chez Google sont des Googlers. Et des Zooglers, c'est les ex-Googlers, donc c'est moi. C'est marrant. Pour expliquer un peu le jargon. Et voilà. Et en fait, j'ai pu, par hasard, passer plus de temps au Japon. Et c'était une équipe globale qui s'est réunie en Asie pour repenser vraiment à l'expérience d'intégration. Et c'était moi qui ai animé l'atelier. Et ça m'a permis, je pense que cet atelier en particulier m'a beaucoup marqué parce que c'était en 2014, donc j'avais commencé à faire partie de ce réseau en 2013, donc ça ne faisait qu'un an d'expérience un peu variée avec différents ateliers, différentes équipes, surtout en interne. Et ils étaient tellement enthousiastes, tellement passionnés, ils ont vraiment joué le jeu. J'ai même des photos que j'aimerais bien partager. Et ils ont fait des prototypes un peu de ouf avec de l'aluminium. De l'aluminium, oui. Se mettre à la place des Nooglers. Il y a eu quelqu'un qui était connecté par Google Hangouts pour participer à l'atelier. Il y avait des entretiens qui avaient été faits en amont avec des vrais Nooglers. Pour nourrir l'expérience et c'était vraiment le fait que je puisse faire ça, je puisse sortir de mon bureau, de mon équipe, je peux faire ça avec des gens qui c'est-à-dire ils conçoivent l'expérience de toutes les nouvelles personnes qui rentrent chez Google, donc en termes d'impact c'est énorme. Et moi en tant que j'avais 4 ans chez Google à l'époque et je me dis c'est une opportunité incroyable. Et donc, c'est là où je me dis cette ouverture d'esprit, le fait qu'on puisse vraiment dépasser les frontières entre les organisations et surtout grâce à ces projets 20%, c'est là où on peut explorer, on peut bricoler, on peut dire. Et c'est là où je me dis, en termes de progression professionnelle, c'est ça en fait qui m'a permis vraiment de penser à comment est-ce que je peux réorienter ma carrière. Ce vers quoi ce que tu es en train de dire nous amène, c'est le moment où justement tu t'es dit, donc tu as fait ta carrière pendant 8 ans chez Google, ce qui est pas mal, sachant que comme tu l'indiques, tu avais fait un article super bien d'ailleurs qui explique tout ton parcours sur LinkedIn. Oui. Et dans cet article, tu indiques qu'il y a un turnover qui est quand même assez haut, parce qu'il est, en général, les gens, je m'étais noté, restent en moyenne 1,1 an, donc c'est vraiment pas beaucoup. Ouais. Et donc toi, tu étais quand même resté 8 ans. Et il y a eu un moment où tu t'es dit que tu t'aspirais à autre chose. Et en fait, justement, comment s'est passé tout ce processus où tu es passé de cette période où ça se passait bien chez Google au moment où tu t'es dit, justement, j'ai envie de partir et j'aspire à d'autres choses. Ouais, et je me dis en fait que je n'ai pas forcément eu ce dilemme de les choses se passent mal, je dois partir tout de suite. C'était pas un seul moment où ça m'est arrivé parce que pour moi c'était un peu plus complexe que ça parce que c'était vraiment le projet 20% que j'ai fait en innovation en design thinking qui m'a ouvert les yeux à une nouvelle discipline que je connaissais pas et je l'ai découvert en 2013. Donc c'était après 3 ans d'être chez Google, j'avais déjà découvert quelque chose où je me suis dit waouh, ça pourrait être intéressant d'explorer ça.
dans ma carrière, comment est-ce que je peux faire ça chez Google ou peut-être en dehors de Google. Et en fait, je pensais quitter Google déjà en 2013 pour venir en France, en fait, pour faire un master spécialisé en innovation par le design. Et donc, moi, je comptais faire ça et j'explique en fait dans l'article toute la série d'expérimentations que j'ai fait chez Google. Parce que en fait, par hasard, j'ai eu une opportunité de venir en France avec Google, mais dans un poste qui n'avait rien à voir avec l'innovation et le design. Et donc j'ai pris cette opportunité parce que c'était la bonne opportunité à saisir à ce moment-là. Mais ça n'a fait que reporter cette envie de vraiment pouvoir intégrer une dimension design dans mon travail, voire trouver un poste où je pouvais pratiquer l'innovation, mais à 100%, pas forcément comme une couche supplémentaire à mon travail qui était dans la publicité, dans la commercialisation, mais vraiment comme vraiment l'enjeu central de mon travail. J'ai passé des années à faire mon projet à côté, et à un certain moment, c'était même 100% sur mon poste officiel et 50% en plus sur ce projet à côté. Donc, je travaillais à 150% du temps. Je travaillais un peu trop. J'étais toujours en déplacement parce que j'avais un poste régional. Donc, il me fallait aller visiter les équipes commerciales des clients dans les bureaux dans la région IMIA. Et donc, à un certain moment, en fait, j'ai eu un burn-out où en fait, ça, c'était vraiment le déclic de il faut changer quelque chose. Tu peux pas continuer à explorer et à suivre ta passion pour le human-centered design chez Google à côté de ton poste parce que c'est pas compatible. Parce qu'au final, il y avait des conséquences très, très négatives sur ma santé, j'étais pas bien à ce moment-là. Et donc, c'est là où j'ai décidé de changer de poste. En fait, je pensais partir en 2015 pour faire la même formation dont j'ai parlé, que j'allais faire en 2013. Et cette formation a été reportée à l'année suivante, dans la 2016. Donc, pour des raisons personnelles, je me suis dit, OK, je vais essayer de nouveau. Je vais trouver, si possible, une opportunité chez Google qui me permet de me rapprocher au design, à l'innovation et que je fasse ça à distance parce que le problème de Bureau de Paris, c'est qu'il n'y a pas trop de postes dans ces domaines. Il y a beaucoup de postes commerciaux, il y a des postes de marketing, légal. Ils sont plus centrés aux États-Unis, c'est ça? Pas que aux États-Unis, c'est plutôt dans les hubs, je veux dire dans les grands bureaux. Donc ça serait Londres, Zurich, New York, Mountain View. Et toi, à ce moment-là, ça t'intéressait pas spécialement de partir dans ces bureaux-là? Non, pas du tout. Parce que en fait, je l'ai pas encore exprimé, mais pour moi, c'était vraiment un rêve de venir vivre en France. Donc, je suis une de ces personnes étrangères qui est un peu francophile. C'est-à-dire que j'ai étudié le français. J'ai commencé à mes 14 ans. Le lycée, j'avais un prof incroyable qui m'a transmis sa passion pour la langue. J'ai fait un diplôme en études françaises à la fac. Je suis venue en France pendant 6 mois. Même quand j'étais chez Google, j'ai eu la chance d'aller, c'était pas en France, mais c'était en Irlande pendant 3 mois en 2012 et j'ai travaillé au sein d'une équipe française commerciale et je faisais quelques allers-retours à Paris. Donc en 2012, c'est pour ça en fait que j'ai eu une opportunité à Paris en 2013. Oui. Donc pour moi, c'est en termes de mon projet personnel, c'était toujours d'arriver en France, de travailler en France, de vivre ici. En termes d'horizon de temps, je m'étais pas à l'époque donné un horizon ni de 5 ans ni de quelques années. Je savais pas. Et donc pour moi, c'était vraiment hors de question de quitter la France, surtout pour ceux qui sont pas français. C'est pas facile de naviguer l'administration française, surtout tout ce qui est carte de séjour, tout ça, c'est compliqué pour les étrangers. Et donc pour moi, c'était important de sécuriser, c'est-à-dire d'avoir un emploi stable en France. Et de faire ça avec Google, c'était un peu le rêve. Et donc c'est pour ça que à tous ces moments-là, je me suis dit, c'est pas le moment de partir parce que
même juste avant de partir chez Google, j'avais toujours des challenges. C'est pas que je sentais pas que je progressais pas. Dans l'ensemble, je progressais. Il y avait pas mal de défis à aborder dans mes postes, mais c'était juste que mes postes, en fait, la dernière équipe dont je faisais partie était une équipe qui était assez nouvelle, donc qui a été créée en 2015. À l'époque, j'ai rejoint en début 2016. Donc, ça fonctionnait un peu comme une start-up. Donc, au tout début, quand j'ai rejoint l'équipe, j'avais beaucoup de liberté dans mon... c'est là où je vais vous expliquer que j'ai vu l'évolution de la culture chez Google parce que, et de l'opéra... Comment est-ce qu'on dit de plus en plus de structuration, plus en plus de process. Parce que cette équipe au tout début, c'était comme mes premières années chez Google où on pouvait explorer, où on était là pour tester, expérimenter, parce que c'était une équipe de formation. Et donc, j'avais la possibilité d'avoir un poste hybride où je faisais le design d'un côté et le cadrage de formation. Mais pour moi, c'était très important de garder ce côté design, de pouvoir vraiment être c'est d'ailleurs, ça faisait un peu appel à mes premières années, mes années d'enfance et mes années à la fac, que je faisais le graphisme. Et pendant toute ma carrière chez Google, j'ai essayé d'intégrer vraiment la notion de design dans tout ce que je faisais, le design de présentation, visualisation de données, même juste promouvoir un état d'esprit d'être vraiment centré sur l'utilisateur, etc. Et donc, ce poste hybride m'a permis d'être fidèle à cette philosophie que pour moi était cruciale. Et c'était au bout de 1 an, j'ai enfin intégré ce fameux master que j'ai fait à temps partiel. C'était pas simple parce que j'ai continué à travailler à temps plein chez Google et parce que je travaillais, c'est là où c'est un peu complexe, je travaillais au sein d'une équipe globale où la plupart de l'équipe était entre les États-Unis et l'Angleterre. Et j'étais une de 2 personnes en France. Et donc, mes collègues, en fait, les personnes avec qui je travaillais le plus, étaient en Californie. Et donc, il y avait un décalage de 9 heures. Et donc, c'était très... tout ce qui est travail à distance, je connais très, très bien. Parce que même mes 2 derniers managers, le premier était à Londres et le deuxième était à Mountain View, donc en Californie. Donc, j'ai parcouru en fait tous les challenges de travailler avec des gens à distance. Mais c'est juste au bout d'un an, un an et demi, c'est là où je me suis rendu compte en fait que l'équipe se structurait de plus en plus et il y avait besoin de plus automatiser, plus opérationnaliser. Et le fait d'être entre 2 équipes, entre 2 postes, surtout parce que chez Google, comme je vous ai dit, même si c'est génial qu'ils collectent tant de data, même pour tout ce qui est évaluation, il y a tout un système de notation. Quand on est entre 2 postes, c'est pas facile d'évaluer quelqu'un. Et donc, c'est là où, parce que je vivais un peu hors du système, pas forcément sur papier, mais sur papier, j'étais au sein d'un poste qui n'était pas un poste de design, mais en pratique, en réalité, j'avais cette double casquette de design et contenu pédagogique. Au final, je pouvais plus rester dans cette position-là. Et en fait, à la fin de mon master, j'ai appris de la part de mon équipe que je pouvais pas prendre un rôle de designer parce qu'ils cherchaient quelqu'un avec des compétences plus techniques, même si j'étais pas forcément d'accord. Je ai dit, OK, c'est le moment de trouver une nouvelle aventure. Et donc, presque à ce même moment-là, j'ai pris un congé sabbatique. Je suis partie de chez Google et c'était en 2017. Donc, ça faisait déjà 7 ans chez Google. C'était un congé sabbatique non rémunéré. Et donc, j'ai pris 6 mois et ça correspondait au temps que je devrais consacrer à une mission professionnelle dans le cadre de master spécialisé de l'innovation par le design. Et donc, mes passions, c'est l'innovation sociale. Et donc, j'ai décidé à ce moment-là d'intégrer une ONG dont la culture n'est pas pareille à la culture de Google pendant 5 mois. Et c'est là où ça m'a permis de vraiment sortir de la bulle parce que Google, c'est vraiment une bulle. Et de voir en fait un autre monde et c'était pas que le fait que ça soit une organisation
française, parce que déjà, il avait pour moi un peu le choc culturel, parce que même si j'étais en France chez Google, je travaillais dans des équipes très, très internationales. Je peux dire que la culture chez Google, ça reste assez américaine. Donc, il y a beaucoup d'optimisme. D'accord. Je sais pas comment le décrire. Une des bases, c'est vraiment l'optimisme. Et la culture française, ce que j'ai appris au sein de l'ONG, où j'ai dû en fait aborder la question de la culture d'entreprise, comment est-ce qu'on peut créer une culture d'innovation au sein d'une organisation. Et c'est là où je me suis rendu compte, en fait, j'ai rédigé mon mémoire mon mémoire de mon De master, master, du coup. ouais, à ce sujet de culture, de la place du design et de l'innovation dans la culture de l'organisation, parce que je voyais vraiment l'influence de la culture cartésienne, c'est-à-dire que tout ce que j'ai aperçu dans l'ONG était vraiment en contraste avec ce que j'ai vécu chez Google par rapport à l'ouverture à une nouvelle manière de faire les choses. Même si je l'ai vécu dans certaines équipes avec certaines personnes, mais dans la plupart chez Google, je voyais qu'il avait vraiment cette culture de prise de risque, cette idée de toujours améliorer des process, de trouver des opportunités de faire les choses un peu différemment. Pas partout, mais au moins c'est quelque chose qui est encouragé et qui est aussi rewarded, qui est aussi Récompensé. récompensé. Et dans l'ONG, et j'ai appris après que c'est assez courant dans les sociétés françaises, surtout les grands groupes qui sont très traditionnels, dont je connais moins parce que j'ai cotisé un peu des gens qui travaillent dans ces sociétés, mais et j'ai travaillé pour certains clients. Mais quand même, je l'ai pas vécu à l'intérieur de ces sociétés. Et donc, pour moi, cette petite aventure en dehors de Google, de 6 mois, après je suis retournée chez Google, ça m'a déjà donné un peu le goût de qu'est-ce que c'est la vie en dehors de Google, que c'est possible de partir, même si... Ouais, je pense que c'est ouais. ça aussi, c'est le côté, la possibilité de partir et qu'en fait, tu vas pas être complètement perdu le Ah jour oui, où c'est ça. tu vas partir de Google. Ouais, c'est aussi que parce que j'avais déjà perdu la moitié de mon salaire parce que c'était 6 mois où j'avais une gratification de stage, en fait, de stagiaire, parce que c'était vu comme un stage. Donc j'avais déjà vécu le fait de changer un peu mon mode de vie et en fait ça a facilité aussi la transition éventuelle que j'ai fait vers le freelance, c'est-à-dire vers le travail indépendant en tant que consultante indépendante. Grâce à cette expérience qui vraiment où tout a changé, j'ai perdu mon téléphone, mon ordinateur, parce que en fait, je me rendais compte, j'avais tant de bénéfices, j'avais tant de choses que je prenais pour acquises chez Google, même les repas. C'est vraiment, on était ils sont assez gâtés chez Google. Et ça m'a permis déjà de me défaire en fait de tout ça, de ne pas avoir peur. Et donc, tu as fait tes 6 mois, enfin tes 5-6 mois donc, dans l'ONG. Et après, quand tu reviens, qu'est-ce qui se passe? Donc, ce qui s'est passé, c'est que je suis revenue chez Google c'était à mon ancien poste, mais parce que j'avais pris un congé sabbatique, quelqu'un d'autre avait pris mes responsabilités. Donc, je suis retournée, j'avais plus un poste hybride, donc je n'avais que quelques petits projets, mais je vous jure que c'était assez calme à mon retour. Et mon manager, en fait, m'a encouragée de dédier mon temps à chercher un poste qui serait beaucoup plus en phase avec mes objectifs professionnels, de vraiment être dans l'innovation, dans le design. Et donc, j'ai passé beaucoup de temps, en fait, à interviewer des gens, c'est-à-dire à faire des cafés avec des gens qui avaient des postes design. À Paris, il n'y a que 3, en fait, il y a très peu. Et aussi des gens qui étaient dans d'autres bureaux pour comprendre un peu, qui avaient plutôt des postes liés à l'innovation, de parler aux managers, de parler aux équipes RH pour voir quels sont les nouveaux postes qu'ils vont ouvrir. Et en fait, je voyais que les opportunités à Paris étaient très très limitées, que la meilleure voie serait de faire un projet de 20% ou un projet de 10% qui
peut-être un jour pourrait éventuellement se convertir en un poste si j'arrive à justifier l'impact et tout ça. Mais parce que j'avais déjà, comme j'avais dit, ça faisait depuis 2013 que je pensais me réorienter. Et je me suis dit, j'ai fait un master, j'ai mon diplôme, j'ai pris ce congé sabbatique, j'ai attendu tellement de temps que c'était après 8 ans, je me suis dit, si la question c'est de soit je reste chez Google, mais je quitte la France, ou soit je quitte Google et je trouve ma voie ailleurs, mais je peux rester en France. Je me suis dit, le choix pour moi était évident. Donc, c'était vraiment, c'était le moment de partir. Mhm. De partir de Google, De mais de Google, rester en France. ouais, exactement. Ça marche. Parce que du coup, là, ça faisait donc 6 ans que tu étais déjà installée en France, à Paris. À l'époque, ça faisait 5 ans. Donc, c'était en 5 ans. 2018. Et donc, comment ça se passe au moment où tu te dis, bon, bah, effectivement, je décide de partir de Google pour rester en France. Enfin, tu vois, comment est-ce que ça se passe dans ta tête? Comment est-ce que tu dis, bah, effectivement, que tu avais le choix, enfin, tu savais que si tu partais de chez Google, c'était pour te mettre à ton compte pour faire du design, ou est-ce que tu savais pas, ou est-ce que tu disais, peut-être que je peux faire ça Je, dans une autre entreprise? Ouais, je ne savais pas, en fait, c'était ça. Je me suis dit, je sais exactement ce que je veux faire. C'est pas possible de le faire chez Google en France, mais j'avais toujours cette question d'est-ce que je le fais à mon propre compte, parce que le fait d'être entrepreneur, même si je me suis dit, plus tard, je me suis rendu compte que je m'étais déjà préparée pour être entrepreneur chez Google pendant toutes ces années. Je l'avais pas constaté à ce moment-là, mais à ce moment-là, je me suis dit, c'est soit ça, ou soit peut-être je dois trouver une structure où je peux faire ce type de travail. Mais sachant que, en termes de culture, les entreprises françaises vont être très différentes. Une entreprise comme Ça, Google. ça te faisait euh, peur, ça? ah oui, oh, c'était surtout parce que en fait, l'ancienne équipe dont je faisais partie, il y avait quelques facettes de la culture de cette équipe qui me plaisaient pas, parce que c'était une équipe où il y avait on travaillait beaucoup, c'est-à-dire c'était une équipe où il fallait produire beaucoup de programmes de formation, de le faire très, très vite. Et C'était peut-être plus c'était industrialisé que ce que toi, comment toi t'imaginais d'appréhender le travail. Oui, pour moi, en fait, je pensais que le design, l'expérience utilisateur, en fait, se perdait un peu parce qu'il y avait cette pression de livrer et de Mhm. livrer vite, de vite livrer. Et donc, pour moi, je voulais pas forcément aller au sein d'une agence où on travaille avec ce même rythme et on n'est pas forcément rémunéré au même niveau. Et donc, je pense que tout ce qui est rémunération était un critère aussi pour moi. Donc, d'un côté, la culture de l'entreprise, sachant que la culture française, c'est quelque chose que je n'ai expérimenté que dans l'ONG. Mhm. Et qui était un peu différente. Mais il y avait aussi rémunération. Et il y avait aussi le fait de ce qui était un peu frustrant chez Google, c'était et même quand je me projetais et je pensais à qu'est-ce que pourrait ressembler un travail au sein d'une agence de design ou dans un cabinet de conseil en innovation, euh, j'aurais pas en fait la main sur les projets sur lesquels je voulais travailler et sur le type de client. Et parce que en fait, j'ai fait exprès de quitter Google pendant ces 6 mois pour le congé sabbatique pour faire une mission d'innovation sociale. Pour moi, le but en partant de chez Google, c'était de pouvoir éventuellement m'orienter vers l'innovation sociale. Donc, pouvoir Ok. mettre en œuvre les méthodes de design thinking, innovation aux problématiques sociales, aux Mhm. enjeux sociaux. Et donc, je me suis dit, si je vais directement à une entreprise, à une agence, j'aurai pas cette liberté de choisir mes projets, de choisir mes clients, de ne pas être forcée à travailler, c'est-à-dire d'aller au-delà de mes capacités, parce que j'ai eu un grand burn-out chez Google, je sais comment c'est, Mhm. et je pense que en fait, les premiers mois, j'ai passé beaucoup de temps à me reposer, à prendre soin de moi. Et aussi, j'ai passé du temps à chercher les personnes qui travaillaient dans le secteur du design, innovation en Mhm. France, à Paris. Et donc, j'ai fait plein de cafés, plein de rendez-vous pour me renseigner, pour comprendre un peu qu'est-ce qui se passe dans le marché en France. Et je me rends compte en fait que ce que je faisais sans me rendre compte à l'époque, c'était un peu une étude de marché.
l'activité complètement. que, Ouais. ouais, qu'éventuellement j'ai lancée. Et j'ai eu plein d'avis différents par rapport à, oh, tu devrais être indépendante, travailler à ton propre compte. Oh non, tu devrais intégrer une société, tu seras pas contente si tu deviens freelance. Et pour moi, la seule chose que j'ai fait, j'ai récolté plein d'informations, plein de retours d'expérience, plein d'avis. Et j'ai eu la chance de retourner en Colombie, en fait, avec ma famille. Et Mhm. donc, j'ai pris un mois, presque un mois. Et ça m'a permis un peu de distance. Ça m'a donné un peu le recul dont j'avais besoin pour Pour vraiment... réfléchir et te poser oui. les questions, savoir ce que tu voulais faire. Ouais, exactement. Donc, à mon retour, c'est là que je me suis dit, en fait, non, je veux être freelance, indépendant. Mhm. Ah C'est à ben partir... justement parce que enfin, parce que je sais que d'un point de vue juridique, enfin, il me semble qu'il y a une différence entre être indépendant et être freelance. Et justement, comment s'est fait ton choix entre les deux? Bah, pour moi, j'utilise les deux. En fait, dans tout ce qui est matériel marketing, j'utilise indépendant. Mhm. Parce que, en fait, ça dépend. Parce que même pour tout ce qui est statut juridique, pour moi, moi j'ai choisi pour la facilité, pour des questions aussi d'immigration, j'ai choisi le statut de portage salarial parce que aussi je suis citoyenne américaine et mes revenus sont imposables aux États-Unis. Et Mhm. donc quand on crée une société à l'étranger, il y a des implications sur les impôts aux États-Unis. Je suis accompagnée de nouveau par un expert comptable, même une conseillère financier, parce que en fait, il y a plein d'implications vu le fait que je suis Double citoyenne américaine. nationalité. J'ai pas la nationalité française, mais je vais dire Ah oui, plutôt oui. une parce que je suis imposée aux États-Unis aussi qu'en France. Et donc, pour moi, la question de sélection de statut juridique, en fait, a des implications beaucoup plus globales et plus larges. C'est pas Mhm. que c'est-à-dire que je dois penser à la retraite, à la fiscalité, l'optimisation de revenus entre deux pays. C'est beaucoup plus complexe pour moi. Donc, je Ouais. suis actuellement en phase de choisir le statut juridique pour créer une vraie entreprise, pour sortir du portage, qui m'a servi. C'est OK pour l'instant, mais au cours du temps, dès que je suis avoir plus de chiffre d'affaires. Pour moi, la commission du portage, c'est un peu trop importante pour que je continue sur ce À statut-là. subvenir à tes besoins aussi, j'imagine. Oui, je me dis, je veux, je me dis, ça serait mieux vraiment d'être 100% indépendante, d'être vraiment un gérant de ma propre société. Et c'est à Mhm. ce moment-là où je penserais à si jamais je dois choisir un nom de marque et ne pas forcément travailler sous mon nom Ouais. propre. Mais voilà. Et juste parce que le portage salarial, comment est-ce que ça se passe? C'est une entreprise qui t'épaule, entre guillemets, donc c'est-à-dire que tu es salarié de cette entreprise tout en étant Oui. indépendant et elle se prend des commissions sur le travail que toi tu fais. Pas tout à fait. Dans une certaine mesure, oui, ils sont l'intermédiaire entre moi, travailleur indépendant, consultant indépendant, et le client, parce que eux, ils s'occupent de tout ce qui est contractualisation, de facturation, relance. C'est eux qui prennent la responsabilité s'il y a des impayés, etc. Et oui, en échange, moi, je signe le contrat, c'est un contrat CDI à temps partiel avec la société de portage avec laquelle je travaille. Et en échange, j'ai une protection sociale, j'ai le statut salarié. Ils se rémunèrent avec une commission qui couvre tous ces frais de fonctionnement de leur part. Mais à terme, je me dis parce que maintenant j'ai commencé un peu progressivement, je voulais vraiment prendre mon temps à structurer l'offre, à bien définir ce que je veux faire et que ça soit très très clair. Pour moi, le Mhm. travail de création de site web, c'était une manière aussi de me confronter à cette question de pour qui je veux travailler. Donc c'est pour ça que ce travail pour moi était indispensable. En début de mon activité, c'est pas forcément le cas pour tout le monde, mais je me rends compte, vu que je n'ai pas forcément j'ai fait que des missions courtes pour l'instant.
avec l'idée de faire de la prospection assez intense d'ici le mois prochain pour que j'ai une régularité dans mes revenus. Mais pour cela, je me dis, le portage salarial, c'est très très bien je me dis pour ce temps d'expérimentation, surtout pour ce temps de transition entre le salariat et, on peut dire, l'entrepreneuriat, parce que je me dis, à mon avis, travailleur indépendant, le freelance est toujours entrepreneur, même si c'est pas la même chose qu'être chef d'une entreprise, chef d'une start-up. Mais à partir de ce mois-là, de mois d'août, ça va accélérer. Et donc, c'est là où je me dis, il faut que je pense vraiment à optimiser mes revenus. Et la commission, pour l'instant, je me dis, je peux l'investir différemment. C'est-à-dire, je peux la réinvestir dans ma société, même s'il y a plus de choses administratives dont je dois m'occuper. Mais ça va. Et aujourd'hui, donc ça va faire en plus à peu près un petit peu plus d'un an que tu as quitté Google. Est-ce que la vie en entreprise, ça te manque? Non, non, je dirais pas du tout. Je pense le fait, je suis pas quelqu'un de matin, donc déjà le fait que je puisse être maître de mon temps est génial, que je puisse travailler de n'importe où. Ça dépend si je fais des projets aux locaux de clients, donc bon, c'est différent. Il y a plus un peu de structuration de cadre, mais je pense le fait de devoir aller en entreprise, au bureau tous les jours, au même temps, d'avoir cette régularité. J'aime bien, en fait, quand même, au début, c'était difficile parce que, en fait, le fait de ne pas avoir une routine, c'est un peu un choc. Ça m'a pris des mois vraiment pour me cadrer un peu, pour avoir vraiment, pour avoir une idée de comment est-ce que je vais organiser mon temps pendant la journée. Et je pense la seule chose qui me manque, c'est le fait d'être entourée par tant de personnes différentes. Et pour l'instant, je travaille depuis chez moi ou chez le client. Je n'ai pas encore décidé de trouver un espace de coworking. Je me suis dit, à un certain moment, je le ferai. Pour l'instant, c'est un peu tôt. Et je pense que c'est ça vraiment ce qui manque, d'avoir cet échange un peu aléatoire avec des gens qui peuvent faire surgir de nouvelles idées. Écoute, on est rentré dans pas mal de détails. J'ai 2 petites questions que j'aime bien poser en fin d'épisode. D'accord. Je voulais savoir si tu as eu des mentors dans ta vie ou des personnes qui t'ont particulièrement inspiré et voilà, qui t'ont aidé à être ce que tu es aujourd'hui ou être là où tu es aujourd'hui. Oui, je pense qu'il y a eu sûrement plusieurs personnes dans ma vie qui m'ont beaucoup orientée et inspirée, mais je peux penser à quelqu'un en particulier. Et en fait, c'est un ancien manager de Google et c'est quelqu'un avec qui j'ai gardé contact en fait toute ma carrière chez Google et même après. Mais c'est lui qui m'a appris le storytelling. Et pour moi, le storytelling est clé, tout ce qui est design, innovation, être entrepreneur. Vraiment, je me dis, le storytelling, c'est fondamental dans plein d'activités différentes. Et lui, il m'a soutenue, en fait, quand j'ai eu mon premier déclic en 2013. Il m'a permis de splitter ou de couper mon poste en deux. C'est-à-dire de prendre un poste de quelqu'un d'autre qui était parti en congé maternité et un poste qui était un peu plus proche au design. Il m'a permis c'est pas permis. Il a approuvé, il a validé ma demande de faire un cours de typographie, donc de design, à une école de design qui était près de Google. Parce que j'ai pu le justifier, c'était pour des raisons business, mais quand même, il m'a encouragée. Et c'est quelqu'un, en fait, il a beaucoup d'expérience, je pense qu'il a 30 ans, 40 ans d'expérience et éventuellement il est devenu directeur de l'équipe, donc il était assez senior. Mais le fait qu'il me donnait toujours des mots encourageants, il me posait des questions, en fait il était très franc. C'est-à-dire il était très très pragmatique, mais quand même avec de l'empathie. Et donc, c'est pour ça que je me dis, au cours des années, toujours je reviens vers lui, parce que je sais qu'il va voir les choses de manière très pragmatique, mais quand même, il a suffisamment d'expérience et de recul, en fait, sachant qu'il a travaillé, je pense, à AOL aussi. Il a été dans plusieurs boîtes tech, et c'est quelqu'un qui m'a beaucoup motivée
et quelqu'un qui connaît pas du tout le design. Donc c'est pas forcément quelqu'un qui fait exactement mon métier, rien à voir. Il est commercial, directeur commercial, mais quand même c'était génial d'avoir quelqu'un qui m'a suivi. C'est d'ailleurs parce qu'il était mon manager, donc il connaît mes forces, et aussi mes faiblesses. Et il a vu tant de potentiel en moi qu'il m'a encouragé. Il m'a encouragé même de quitter Google. Il a dit si c'est pas Google, c'est pas Google. Et je pense que cette ouverture, ça m'a beaucoup remarqué. Et enfin, dernière petite question. Quelle est ta citation favorite ou ta citation du moment? Je dis ma citation du moment, et en fait c'est quelque chose que j'ai cité dans ma soutenance de mémoire parce que c'était vraiment au cœur du sujet, et ça vient c'est un écrivain que je connaissais pas à l'époque. C'est un écrivain américain russe qui s'appelle Isaac Asimov, mais je vais traduire, c'est vos préjugés sont vos fenêtres sur le monde. Nettoyez-les de temps en temps où la lumière n'entrera pas. Et pourquoi j'aime autant cette situation, c'est parce que surtout dans le design et même dans l'expérience de la vie, on se tient aux a priori, aux préjugés, aux idées des autres. Et je pense que que j'aime le plus de design et de toutes les expériences que j'ai eues chez Google, c'est de pouvoir remettre tout en question, de pouvoir vivre ma vie autant que possible avec de l'empathie pour me mettre à la place des autres, pour que je ne laisse pas des hypothèses ou des préjugés qui ne sont pas du tout ancrés dans la réalité me bloquer, ou plutôt me bloquer d'avancer, ou peut-être de juger incorrectement. Donc voilà, c'est un peu ma philosophie, parce que j'essaie maintenant de rien prendre par acquise et de toujours être la personne. C'est un peu, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Et donc, j'essaie de prendre cette posture dans la vie et dans mes projets, de ne pas arrêter de poser des questions, d'être curieux. Ouais, c'est super sage. Ouais, super. Écoute, merci beaucoup Sandra. Si jamais, où est-ce que tu es joignable? Je suis joignable sur mon site web, donc c'est Sandra by Design, donc BY, sandrabydesign.com. Aussi, vous pouvez chercher sur Google, évidemment, Sandra Camacho. Je serai là, je serai dispo pour répondre aux questions ou échanger sur design, innovation, etc. Super, écoute, merci beaucoup. Et puis toutes les deux, on se retrouve en backstage. Et je te souhaite beaucoup de continuation pour tes futurs projets. Merci beaucoup Chloé, et à bientôt. Comme d'habitude, vous retrouverez toutes les notes et références de l'épisode en barre d'infos ou sur www.piratlepodcast.com. Et si vous avez des questions, des suggestions ou juste envie de me laisser un petit mot, vous pouvez le faire via les commentaires si vous m'écoutez sur Apple Podcast, ou alors m'écrire à l'adresse contact@piratlepodcast.com. À bientôt!